allons voir maintenant un autre terme, ok, basique de routage, qui est la distance administrative. En anglais, on appelle Administrative Distance. AD, ok, notez AD. La distance administrative est notée AD. Ok, la distance administrative est un paramètre utilisé par le routeur pour choisir le chemin, ok, lorsqu'il existe deux ou plusieurs chemins vers une même destination proposée par les différents protocoles de routage. Ok, c'est-à-dire quoi? Donc voilà, on a un routeur, on a un autre routeur, un autre là, ils sont interconnectés. Ok, voilà, maintenant après ça on a aussi un autre routeur comme ça, voilà. Derrière ce routeur il y a un réseau A et derrière ce routeur il y a un réseau B. Ok, maintenant quand un paquet quitte du réseau A, ça vient au routeur. Ok, supposez le routeur a ce chemin pour router le paquet à sa destination, que le réseau B, ou bien ce chemin. Ok, deux chemins. Maintenant, si il a deux possibilités, ok, supposez ce chemin pour joindre le réseau B en passant par ici, ok, et c'est grâce à un protocole de routage supposé statique. Ok, ici ce chemin il va joindre grâce à grâce au routage statique. Maintenant ici ce chemin pour joindre grâce au routage dynamique, ça peut être OSPF et EIJRP, etc. Ok, là maintenant qu'est-ce que le routeur va faire? Parce qu'il a deux chemins menant à une même destination. Ok, dans ce cas le routeur il va regarder la distance administrative, ok, les ED. Maintenant il va dire ok, la distance administrative de routage statique, ok, de ce chemin c'est égal à 1. Routage statique c'est 1, ok, un seul saut. Par contre il a utilisé ce chemin. S'il va utiliser ce chemin, on a utilisé un protocole de routage dynamique, par exemple OSPF, dont la distance administrative est de 110. Ok, donc le routeur va dire ok, ce chemin, sa distance administrative c'est 1. Ce chemin, la distance administrative est de 110. Quel chemin il faut prendre? Parce que les deux chemins mènent à une même destination. Ok, donc le routeur va préférer prendre le chemin qui a une distance administrative la plus petite par rapport à celle qui a une distance administrative grande. Donc désormais qu'est-ce qu'il va faire? Le réseau B sera affiché dans la table de routage. Ok, et le routeur va dire pour joindre le réseau B je vais passer par ce routeur là, et il ne prend pas ce chemin. C'est seul le meilleur chemin, c'est ça qui sera stocké dans la base et dans la table de routage. Ok, maintenant ce chemin le routeur n'emprunte jamais pour joindre le réseau B tant que ce chemin est toujours valide, c'est-à-dire s'il n'y a pas un problème sur ce chemin, il va pas router le paquet vers ses côtés mais vers l'autre. Ok, donc ce paramètre permet de choisir la meilleure route, ok, qui a une distance administrative la plus petite par rapport à l'autre. Ok, sa valeur varie de 0 jusqu'à 0A, c'est pas E, de 0 à 255. Ok, une valeur plus faible indique que une route plus fiable. Ok, le routeur préfère toujours la distance administrative la plus petite par rapport aux autres. Ok, donc le routeur privilégiera toujours la route ayant une distance administrative la plus basse ou bien petite. Ok, voilà, maintenant on va voir un autre terme
Ok, toujours dans le cadre du routage. Voilà la charte Cisco, ok, de la distance administrative par défaut. Ok, par défaut, c'est-à-dire que si vous n'avez pas modifié, c'est ça que ça donne. Ok, les routes qui sont directement connectées, c'est-à-dire les réseaux directement connectés à des interfaces, ont une distance administrative 0. Ok, maintenant si les réseaux sont joignables via le routage statique, leur distance administrative est 1. Ok, maintenant il y a EJRP Summary Route. Ok, le résumé de route EJP. Ok, EIGRP. Ok, maintenant la distance administrative, quand on fait le résumé, c'est ça. Ça, c'est des valeurs qu'il faut juste pour le moment les maîtriser. Pour ceux qui veulent passer l'examen, ils vont vous demander. Ok, mais de façon pratique, certaines vous n'allez pas voir au niveau CCNA. Par exemple, ça, on ne peut pas voir, mais moi je vais essayer de faire de mon mieux pour vous montrer. Maintenant, IBDP, oui, ça fait 20. Là aussi, c'est possible que je vais aborder. Maintenant, il y a Internal Route. Ça, c'est le protocole EJRP. Quand on utilise ce protocole, sa distance administrative est 90. Là aussi, on va voir ça de façon pratique. Maintenant, ce protocole, ça c'est ancien, mais il faut connaître sa valeur. Peut-être à l'examen, il peut vous demander. Ce protocole a été remplacé par celui-là. C'est un protocole propriétaire de Cisco. Maintenant, la distance administrative de OSPF, c'est 110. Ça, c'est important aussi. Is, ok, AS en anglais, mais en français, is, c'est 115. Ok, la distance administrative du protocole RIP, ok, Routing Information Protocol, c'est 120. Maintenant, EGP, ça c'est ancien protocole de BGP, c'est 140. Les autres, ok, 160. EJRP External Route, ça c'est niveau CCNP, ok, donc 170. Maintenant, Internal BGP, ça on va voir, ça fait 200. Maintenant, une distance administrative inconnue, c'est 255. Ok, voilà. Maintenant, si c'est quelque chose que vous avez utilisé, que le routeur ne connaît pas, ça donne 255. Ok, il est fortement recommandé de connaître ces valeurs par défaut, ok, de la distance administrative. C'est forcément recommandé. Ok, si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas faire la maintenance réseau quand il y a un problème. Ok, vous ne pouvez pas savoir faire des interprétations de la table de routage. Ok, ceux qui sont importants pour le moment, c'est ça, ok, EJRP et OSPF, c'est où OSPF et RIP. Ça c'est très important à connaître. Maintenant les autres BGP et autres, je vais vous faire ça, mais c'est pas votre niveau, c'est pas niveau CCNP et CCNA, c'est CCNP, mais je vais essayer d'aborder ces chapitres un peu, ok. Ces valeurs, maintenant, ça c'est les valeurs par défaut de ces distances administratives. Maintenant, ces valeurs sont changeables, ok. Elles peuvent être modifiées en fonction des besoins spécifiques de la configuration, ok. Donc, dans des exercices pratiques, je peux vous dire de changer la distance administrative à telle, ok. Donc, elles sont modifiables, mais par défaut, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Voilà, maintenant nous allons voir un autre terme de routage, ok, le code de protocole de routage, en anglais écrit Routing Protocol Codes. Donc je suis en train de respecter le programme de Cisco, ok. Dans l'examen Cisco, il y a aussi le code de protocole de routage, ok. Maintenant, ces codes, comment on peut les identifier? Le code de protocole de routage sert à identifier les routes apprises par un routeur à travers un protocole de routage, ok. Supposez on te met directement sur le console ou bien le CLI du routeur et on te dit de vérifier la table de routage. On va taper la commande IP route, show IP route,
Et là, le routeur t'affiche tous les routes ou bien tous les réseaux, ok, qui se trouvent dans sa table de routage. Maintenant, il faut savoir comment interpréter. Par exemple, le D pour dire ces réseaux, ok, ont été apprises, c'est-à-dire le routeur sait comment joindre ces réseaux grâce au protocole EIGRP. D pour dire EIGRP. On a utilisé le protocole EIGRP, ok, sur le routeur pour joindre ces réseaux-là. Maintenant, DX, ça veut dire EIGRP external, ok. Donc tout est là ici, la liste. Voilà, OSPF inter area, ok. IA, ça veut dire quoi? OSPF IA. Donc on va voir OSPF IA inter area, ok. Donc tout ça là, quand on va attaquer le protocole OSPF aussi, on va voir de façon pratique. On va faire show IP route. Voilà, maintenant la distance administrative, ceux qui sont très importants, ok. Connecter, ok, tous les réseaux connectés, directement connectés, ils ne mettent pas la valeur de distance administrative, ok. La valeur de distance administrative, c'est ça, ok, pour le protocole EIGRP. Maintenant, cette valeur, ça c'est métrique, on va voir tout à l'heure, ok. Tous les protocoles de routage dynamique, vous allez voir entre crochets des valeurs. La première valeur, c'est distance administrative. Deuxième valeur, c'est la métrique, ok. Maintenant, pour les routes où directement il est connecté, vous n'allez pas voir ces valeurs là, ok. Par défaut, on sait que la route directement connectée c'est 0. Maintenant, pour statique, supposez on a utilisé le routage statique pour joindre, ok. Là vous allez voir, voilà, distance administrative de routage statique c'est 1, ok. La métrique, bon, 0, c'est bon. Voilà, maintenant connected, C pour dire connected, S pour dire statique, D pour dire EIGRP, O pour dire OSPF, R pour dire RIP. Dans la table de routage, si vous voyez rien que de R, ça veut dire on a utilisé le protocole de routage dynamique et RIP. B pour dire BGP, petit I pour dire ASAS ou bien IS. Donc tout est là. L'interprétation vous faites en fonction de ce tableau là qui est déjà implémenté dans le routeur. Quand vous tapez la commande show IP route, ceci sort d'abord, ça va vous donner une idée de savoir les codes de protocole de routage, ok. Voilà, maintenant nous allons voir un autre terme, ok, qui est la métrique, ok. La métrique est une mesure, ok, utilisée par le routeur pour sélectionner le meilleur chemin lorsque la distance administrative pour une même destination proposée par plusieurs routeurs voisins est identique. C'est-à-dire quoi? Donc supposez on a notre scénario de tout à l'heure. Donc ici, ici et ici le routeur, ça c'est les 4 routeurs. Voilà, là, 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 ok. Maintenant derrière ça c'est le réseau A, ici c'est le réseau B, ok. Maintenant un paquet qui va quitter le réseau A pour aller au B, ok. Le routeur, je vais prendre le deuxième scénario dans le cas où, supposez ici on a utilisé le routage statique, la distance administrative de routage statique c'est 1. Maintenant ici ce chemin aussi, la distance, bon, je vais pas dire routage statique, je vais prendre par exemple le protocole OSPF, ok. Pour ce chemin, la distance administrative est 110, ok, 110 pour ce chemin. Maintenant supposez ici aussi on a utilisé le protocole OSPF vers ce côté, donc ici aussi la distance administrative va faire 110, donc 110 110, même distance administrative, ok. Qu'est-ce que le routeur va faire? Il va voir maintenant ce deuxième paramètre qui va séparer, ok, les deux chemins. Le deuxième paramètre c'est la métrique. La métrique, ok, c'est ça qui permet au routeur de dire ok, si j'ai deux chemins qui mènent à une même destination et que
leur distance administrative est égale, ok, là je vais faire recours à la métrique pour séparer les deux chemins, pour choisir le meilleur, ok. Donc quand il va voir métrique, la métrique est calculée en fonction des débits, ok, le débit de transmission, c'est-à-dire la vitesse de transmission, ok. Est-ce que ce débit ou bien ce chemin a une vitesse très élevée ou bien ce chemin qui a une vitesse très élevée, ok. La métrique va déterminer que tel chemin a plus est plus fiable et plus rapide que l'autre. Là, le routeur va prendre désormais le chemin qui a une métrique meilleure par rapport à l'autre, ok. Mais dans le cas où, voilà, je vais m'arrêter là d'abord. Je ne vais pas dire dans le cas où les deux, ok, seront égales. Non, là je vais aborder ce après, ok. Donc le meilleur chemin, le chemin ayant la métrique la plus faible sera choisi comme le meilleur, ok, optimal, et sera inscrit dans la table de routage. Regardez, ça c'est métrique, et ça c'est distance administrative, c'est ça métrique, ok. Donc OSPF aussi, vous voyez, c'est ça la métrique. Donc la métrique est calculée en fonction de la bande passante, ok. Donc le chemin qui a une bande passante élevée, c'est-à-dire ici par exemple on a utilisé les liaisons gigabits, ici c'est les liaisons face Ethernet. Donc il faut aller aussi jeter un coup d'œil sur les cours des câbles, les catégories des câbles avec leur débit pour mieux comprendre ici. Donc face Ethernet est 10 fois inférieur à gigabit. Donc quand on va calculer la métrique, celle-là sera inférieure par rapport à la maîtrise de ce chemin, ok. Là le routeur va prendre désormais ce chemin là comme le chemin optimal qu'il va mettre dans la table de routage. Maintenant ça là sera comme un lien secours. Tant que ce lien est existant ou bien est valide, le routeur ne va jamais envoyer un paquet à travers ce chemin là, ok. Voilà, maintenant on va voir un dernier terme, ok. Je vais aller sur le dernier terme, ok, qui est, non, avant dernier, le choix du plus long préfixe, c'est-à-dire le masque le plus long, ok, réseau ou bien la route spécifique, ok. Lorsque seule une route correspond à la destination d'un paquet dans la table de routage d'un routeur, celui-ci utilise directement pour acheminer, ok. Celui-ci l'utilise directement pour l'acheminer le paquet, ok. Je vais faire un petit exemple, donc le même de tout à l'heure, ok. Donc ici et ici, ok. Donc on a comme ça interconnecté, connecté, ok. Voilà, maintenant donc j'ai par exemple le réseau A et le réseau B. Cette fois-ci, supposez que le réseau A et le réseau B est joignable seulement via cette interface en passant par ce chemin, ok. Ce chemin on n'a pas indiqué au routeur, donc là il a une route spécifique pour joindre le réseau B. Donc le routeur va prendre cette route spécifique pour acheminer le paquet vers le réseau B, ok. Maintenant supposez on a un autre routeur ici, troisième, quatrième, ok, qui sont tous connectés à celui-là et ils ont une destination vers le réseau B, ok. Donc là on a 1, 2, 3, 4 routeurs, ok. Maintenant un paquet, le réseau d'ici c'est le réseau 172.16.1.150, ok. Maintenant et que on a le routeur a un chemin spécifique vers le réseau 172.16.1.50, ok, slash il a, ça c'est un résumé de route,
Ok, le résumé, je vais vous montrer. Ce chemin, c'est /16. Ok, on dit à ces routeurs-là, ou bien ces routeurs, le résumé de tous les réseaux de 172.16, c'est des /16, classe B, par défaut. Donc, on dit tout ce qui est /16, il faut passer par ici. Sur le même routeur, on va dire tout ce qui est /27, il faut passer par ici. Tout ce qui est /29, il faut passer par ici. Supposez j'ai les trois. Ok, /16, /29 et /27. Donc tous les trois, ok, ça là c'est pas dedans. Tous les trois mènent au même chemin. Là, le routeur, dans ce cas, comme on n'a pas utilisé de façon spécifique le réseau de destination, qu'est-ce que le routeur fait? Il va dire, ok, je vais choisir le chemin qui a le préfixe le plus long, ça c'est-à-dire le /29. Ok, donc le chemin qui a, ça c'est /29, ça c'est /27, ça c'est le /16. Ok, donc il va préférer le chemin du /29, le préfixe le plus long, préfixe égal à masque sous réseau. Ok, pour joindre le réseau 172 ou bien le réseau B. Ok, voilà, ça c'est des choses à voir plus tard. Ok, maintenant le même ici encore un deuxième scénario. On a un routeur deuxième. Ok, je vais lire d'abord. Voilà, on a un routeur et deuxième et troisième. Ok, maintenant ils sont tous comme ça sur un routeur, ils sont connectés sur un routeur. Ici aussi 1, 2, 3 connectés à un routeur. Ça c'est le réseau A, ça c'est le réseau B. Maintenant, pour joindre le réseau B, on a le /16 ici. Ça c'est résumé /16. Pour joindre s'il faut prendre ce chemin. Le deuxième chemin c'est /27. Ok, c'est aussi résumé qui va mener au réseau B. Ok, maintenant le troisième chemin, ok, on a utilisé le /24, c'est-à-dire lui, le réseau d'ici est de façon spécifique, ok, joignable via ce lien. Ok, on a dit au routeur 172.16.1.0, ok, avec un masque de /24. Là il faut prendre ce chemin. Par contre ici on a dit 172.16.0 avec un masque de /16 joint par ici. 172.16.1.0 /27 pour joindre par. Donc là le réseau d'ici c'est un réseau /24. Donc le chemin d'ici correspond au réseau spécifique. Là le routeur va prendre ce chemin qui est /24 que de prendre des chemins qui font seulement un résumé de la destination. Ok, voilà, dans ce cas le routeur va choisir la route la plus spécifique, c'est-à-dire celle qui correspond exactement au sous-réseau du paquet. Ok, ici c'est le réseau 172, ça c'est ce chemin là, il va prendre le chemin d'en bas, sera sélectionné car elle correspond précisément à l'adresse IP qui est 150, ok, avec ce masque. Voilà. Maintenant, nous allons aussi voir un autre terme. Je pense que c'est le dernier. Ok, le load balancing ou bien le partage de charge. Ok, le partage de charge c'est comment? Je vais vous expliquer. Voilà, je vais prendre le même exemple. Ok, ici. Ok, voilà la destination. Ça c'est le routeur. On a derrière ça le réseau A et le réseau B. Ok, dans quel cas il y aura le partage des charges ou bien le load balancing? C'est quand, supposez ce chemin, on a utilisé le routeur, le protocole de routage dynamique ou bien le routage statique, que ce soit routage statique ou bien protocole de routage dynamique. Bon, statique,
ce chemin, la distance administrative 1. Statique encore, ce chemin, la distance administrative 1. Ok, là, ici, avec le routage statique, la distance administrative 1, la métrique est 0. Distance administrative 1, métrique 0. Donc ça veut dire que ce chemin ont les mêmes valeurs. Qu'est-ce que le routeur va faire? Le routeur va prendre le T chemin, la mettre dans la table de routage, ok, pour faire le partage de charge, ok, c'est-à-dire quand il reçoit un paquet venant d'ici pour aller vers ici, il va diviser le paquet 50%, il envoie par ici, 50% par ici, et à la fin ce routeur va recevoir 50-50 et il va reconstituer le paquet pour envoyer à sa destination à 100%. Ok, donc supposez on utilise un protocole de routage dynamique OSPF dont la distance administrative est 110, ici aussi 110. Maintenant je vais prendre le scénario où les liens ici ont même débit, c'est-à-dire gigabit ici, gigabit ici. Là quand on va calculer la métrique, parce que avec le protocole de routage dynamique, quand la distance administrative c'est la même, il faut passer au deuxième paramètre qui est la métrique. Si la métrique aussi, comme les liens ont même débit, la métrique aussi sera égale. Donc distance administrative plus métrique égale pour deux chemins. Là le routeur va garder tous les deux chemins dans sa table de routage et faire le partage de charge comme je venais d'expliquer avec un statique. Ok, lorsque deux ou plusieurs routeurs annoncent le même chemin à un routeur voisin, ces derniers comparent d'abord les valeurs de distance administrative. Si la distance administrative est identique pour plusieurs chemins, ils examinent ensuite la métrique pour déterminer quel chemin choisir. Si la métrique et la distance administrative est égale, ok, est également égale, ok, le routeur ajoute tous les chemins ayant la même distance administrative et la même métrique dans la table de routage. Ensuite, il effectue un partage de charge ou appelé en anglais le load balancing. Ok, le partage de charge. Maintenant, il y a deux types de load balancing égal et le load balancing inégal. C'est possible aussi de forcer à un routeur de faire le load balancing inégal. Là, je vais vous montrer, surtout c'est avec le protocole de routage dynamique qui est EIGRP. Ok, donc pour répartir les trafics vers cette destination, ok, entre les différents chemins, il va diviser, si c'est 4 chemins qu'il a, il va diviser le trafic 100 divisé par 4, 25, 25, 25, il va envoyer 25, 25 à travers tous les chemins, différents 4 chemins, et arriver à la destination, le routeur qui est directement connecté au réseau distant là, lui, il va reconstituer le paquet à 100% et envoyer ça à sa destination. Ok, voilà en gros les termes basiques du routage. Ok, voilà exemple, ce chemin et ce chemin. Donc je viens d'expliquer tous ces scénarios. Ok, voilà tout ce qu'il faut maîtriser sur le routage, les termes basiques. Ces langages sont très c'est un langage, ou bien ces termes sont très nécessaires, ou bien ils sont indispensables à maîtriser pour bien comprendre le routage. Ok, merci de m'avoir suivi. Et le prochain épisode, nous allons attaquer le routage statique avec des configurations et des labs et autres. Ok, merci.